Donc au menu aujourd'hui, comme j'ai dit, on va avoir un retour fait par Tony sur les bonnes pratiques de Docker. Ensuite, je vais vous faire un retour d'expérience autour de GitHub CI où j'ai intégré une équipe où j'ai migré un bon nombre d'applications de Jenkins vers GitHub CI. Et on terminera avec Argo CD et l'approche GitOps. Docker, ça va être une plateforme qui va nous permettre de concevoir et déployer des applications rapidement avec des conteneurs. Un conteneur, qu'est-ce que c'est? Imaginez, c'est vraiment comme une sorte de boîte où on met le code source de notre application, les dépendances qu'on va avoir besoin, tout ce qui va nous permettre de faire fonctionner notre projet, que ce soit un logiciel, un site web, etc. Ça peut être déployé sur pas mal d'OS, sur plusieurs environnements, Mac, Windows, Linux. Et un point intéressant, c'est que on va créer des images. Donc nos images, c'est vraiment un fichier exécutable qui va, comme je disais, contenir toutes les informations nécessaires pour faire fonctionner également notre projet. Et on va pouvoir créer ça via des Dockerfiles. Et c'est justement ce qu'on va voir en termes de bonnes pratiques pour en écrire un de façon propre et maintenable comme il se doit. L'intérêt de Docker, c'est que c'est léger, portable et ça facilite grandement le travail en équipe. Première bonne pratique, c'est déjà choisir une image légère et minimaliste. On a beaucoup d'images qui existent sur le Docker Hub, donc c'est vraiment une sorte de gros annuaire où on va avoir les éléments qu'on va avoir besoin. Cette image, ce sera l'élément de base qui va nous permettre de faire fonctionner un environnement et faire démarrer notre projet. Là, vous avez un exemple avec des versions de Python. On va avoir la même version. Par exemple, là, le 3.9.20 avec différentes versions comme Bullseye, Slim Bullseye, Alpine 3.20. Donc là, ça va être le même principe qu'il va y avoir dedans, mais vous pouvez voir que le poids est totalement différent. On a vraiment une différence entre 48 mégas et 900 mégas. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment de partir, comme je disais, sur quelque chose de très minimaliste pour pouvoir compléter au besoin ce qui va nous permettre de faire fonctionner tout le reste. Donc déjà, ça, c'est un point assez important. Ce qui va être important aussi, c'est de ne pas forcément partir sur le tag latest. On a je vais y arriver, excusez-moi. Les images récentes qu'il peut y avoir, donc quand il y a des nouvelles versions qui sortent, vont être taguées avec l'élément latest, mais on n'a pas forcément de contrôle sur celui-ci. On ne sait pas s'il y a des dépendances qui vont être mises à jour, qui risquent de casser notre application qui va être livrée en production. Et donc, pour avoir ce contrôle sur cette version, autant prendre un tag de version prédéfinie. Donc là, par exemple, l'exemple que vous pouvez voir, c'est l'Alpine 3.20.3. Donc là, on est sur cette version-là et ça ne bougera pas quand on devra recréer une image si une modification a été faite. Pour plus de précision, on peut même utiliser le digest. Le digest, c'est vraiment l'identifiant unique de l'image qui va être encodé en SHA-256. Vous pouvez déjà voir un exemple de ligne ici, juste pour l'Alpine 3.20. Donc quand on la récupère, on a cet élément qui s'affiche. Là, elle était déjà existante sur mon environnement, donc du coup, elle existe normal. Plus de détails, donc vous avez la commande directement qu'on va pouvoir utiliser pour avoir les informations de l'image en question. Là, par exemple, j'ai lancé un Docker manifest inspect, donc qui va me permettre d'avoir, comme je vous disais, toutes les informations, notamment sur Python 3.9.20 Sim Bullseye. L'élément intéressant aussi, c'est qu'on va avoir des informations sur différentes architectures qui vont nous permettre de choisir la bonne image selon notre OS, enfin notre environnement. Donc là, comme vous pouvez voir, on a un digest avec cet élément-là. À la place de ce qu'on avait juste avant, donc avec Python 2.3.9, etc., on va directement mettre Python @, et le SHA directement 256. Là, comme ça, on sera sûr qu'on utilisera la bonne image et toujours la même image. Voilà, je vais y arriver. Je vais passer au suivant. Voilà pour cette partie-là. Un point intéressant aussi, quand on va mettre en place donc, nos Dockerfiles, c'est l'homogénéisation des labels. Donc les labels, c'est vraiment des informations qui vont
qui vont j'ai perdu mes mots, excusez-moi, qui vont déclarer des versions, des éléments qui vont nous permettre de faciliter l'automatisation par la suite. Donc vraiment des informations qui, par exemple, peuvent indiquer différentes étapes où est-ce qu'on peut se trouver en termes d'automatisation. Et donc organiser nos images par projet. Là, ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez clair et déjà intuitif en termes de maintenabilité et de comprendre déjà où est-ce qu'on se trouve et ce qu'on va pouvoir utiliser. Là, vous avez un exemple de format possible sur les différents labels. Donc, vous pouvez voir des labels de version, donc comme bêta, etc., des éléments particuliers. Donc voilà, c'est vraiment des éléments informatifs qu'on va pouvoir déclarer à ce moment-là. Oula, j'y arrive. Troisième élément qui est intéressant, c'est faire la différence entre deux types de commandes, type de commande qui va être premièrement arg. Arg, c'est vraiment des arguments qui nous permettent de variabiliser au minimum donc, notre application. Ce qui va être intéressant, c'est que ça va nous permettre de déclarer des variables d'environnement, ça va déclarer même des variables par défaut, définir des users par exemple, etc. Ce qu'il faut savoir avec la commande arg, c'est qu'elle va être utilisée seulement lors d'un build. C'est vraiment au moment de la création d'une image qu'on va pouvoir utiliser cet argument. L'élément à ne pas oublier, c'est qu'un argument peut être surclassé au moyen, donc quand on va pouvoir lancer une commande pour déclencher le build de l'image, on va pouvoir surclasser cet élément-là. Donc, avec une propriété dans la commande qui va être build-arg. Et là, donc, ça permet quand même il y a potentiel risque aussi, c'est pour ça que j'ai mis un exemple à ne pas faire, c'est littéralement d'avoir déclaré la version de base de notre image du Dockerfile. Là, ça veut dire que par l'invite de commande, on va pouvoir surclasser cette version et potentiellement casser tout notre environnement. Donc là, c'est un élément qui est à éviter. On va pouvoir vraiment utiliser, comme je vous le disais, pour d'autres éléments qui sont, on va dire, moins risqués pour la génération d'une image. Et enfin, donc, par la suite, un petit détail, c'est que, comme je disais, vu que c'est utilisé seulement au build, on ne pourra pas réutiliser ces éléments-là par la suite une fois que les containers seront lancés. Donc, les containers seront lancés à partir de l'image générée par le Dockerfile. On passe à la propriété, donc la commande environnement, donc la env. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle va vraiment déclarer des variables d'environnement. Donc, c'est pareil, ça va être comme le user, par exemple, le workdir. On y reviendra plus tard pour le workdir, pour vous dire ce que c'est exactement. Ça ne peut pas être écrasé lors d'un build. C'est vraiment une variable qui ne bougera pas, mais qui peut être utilisée une fois que le conteneur est lancé. Donc, on va pouvoir lire une variable d'environnement pendant que notre conteneur est lancé. C'est utile pour, évidemment, déclarer des valeurs spécifiques, notamment un exemple sur Postgres, c'est vraiment le PG Data qui peut être très intéressant à cet endroit-là. Là, vous avez même un exemple également donc, que je vous ai mis, avec la format que ça peut avoir, avec l'indication du workdir. Je vais dire exactement, c'est l'endroit où tout va se faire, hein, c'est vraiment votre environnement de travail, hein, le workdir. Et voilà, comme le format qu'il peut avoir. Attention également dans les variables d'environnement à ne pas déclarer des secrets. Les secrets, c'est vraiment toutes les données sensibles qu'il peut y avoir dans votre Dockerfile, que ce soit des identifiants, des mots de passe, des certificats, etc. Donc, évitez de faire un nom parce que ça peut être lisible au runtime. Et bon, c'est pas forcément très intéressant d'avoir des valeurs en clair et lisibles facilement. Donc, attention à ça. On va passer à une autre commande, et qui là, s'appelle commande aussi, hein, CMD, qui est souvent utilisée seulement CMD avec la commande qu'on va vouloir lancer. Par exemple, là, j'avais un exemple avec une invite PHP, par exemple. Vous allez avoir un démarrage d'un serveur avec PHP, PHP-S, localhost, etc. On va forcément mettre tout dans la commande, qui est un peu contraignant parce que une commande peut être facilement écrasée si on déclare des variables dans une commande de lancement. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'utiliser le entry point. Le entry point, ça va être vraiment la commande de base et celui-ci ne sera pas écrasé par
quoi que ce soit. Le commande ne prend que les arguments et options utiles pour la commande de base. Donc vraiment à utiliser pour ce coup-là. Voilà les exemples qu'on peut avoir. Par exemple, là, j'avais fait un exemple très simple sur un ping en installant une image alpine. Donc en prenant, là, vous avez vraiment le format attendu avec le chat pour être vraiment sûr que j'utilise à 3.23. Et une fois qu'on lance, par exemple, un ping sur google.fr, on va avoir le ping qui va se faire sur ping, sur google.fr. Ce que vous pouvez voir, c'est que là, on a le entry point et la commande de base. Et dans commande, on a juste un -help. On n'a pas le google.fr. Donc, on peut très bien réécrire la suite de notre commande et écraser ce qui est par défaut dans cet élément-là. Donc, c'est pour ça que vaut mieux séparer les choses de cette manière pour avoir de surprises par la suite quand on lance nos conteneurs. D'autres exemples par exemple avec la commande PHP, comme je vous disais, là, un exemple très simple pour lancer un fichier PHP qui vous affiche juste Hello World. Là, vous pouvez voir que j'ai juste lancé mon image de test et ça a juste affiché directement ces éléments par défaut. Donc, voilà pour cet exemple avec la commande. Un autre point, donc je parlais du workdir juste avant, donc c'est vraiment l'environnement de travail, donc là où tout va se jouer, là où on va pouvoir lancer toutes nos commandes, run, command entry point, copy, add, etc. Donc ça va nous permettre vraiment d'isoler chaque élément de, comment dire, isoler l'endroit où on stocke tous les éléments ajoutés à une image, donc fichier de configuration, etc. On sera vraiment cantonné à ces dossiers-là déclarés. Le plus intéressant à utiliser dans un workdir, c'est vraiment un chemin absolu, donc être sûr à 100% qu'on est par exemple dans un var 3w, etc. Donc on est vraiment sur un lien en dur sur le serveur. Un autre détail très important au niveau des Dockerfiles, c'est de supprimer les caches après installation d'apt APK. Donc quand on a vraiment des dépendances à ajouter dans notre image, on n'est pas forcément on n'est pas forcément obligé de garder un cache sur le sujet, parce que quand on va faire une installation, il va y avoir des éléments qui vont se mettre en mémoire. On va avoir des éléments comme ça. Donc, pas besoin de l'incorporer dans l'image. Donc, autant le supprimer. Et donc là, pour ce faire, on peut très bien avoir les commandes apk -no cache ou même le clean et le rm var cache apt, comme vous pouvez voir. Il faut savoir que le -no cache, c'est comme la commande juste en dessous. Ça fait la même chose, c'est en une seule ligne, mais ça équivaut à cette ligne-ci. Donc là, ça nous permet vraiment de supprimer tout ceci. Un autre point pour réduire ce cache, c'est aussi de grouper nos layers. Nos layers, c'est vraiment toutes les dépendances qu'on va rajouter à notre image. Donc vraiment tout grouper et faire en sorte d'avoir qu'un seul run. Donc ça, c'est la commande vraiment qui va nous permettre d'exécuter nos commandes d'installation. Un exemple qu'on va avoir sur un Dockerfile, on va avoir une installation d'une version de PHP. Le word indiqué là où tout va se jouer, on va pouvoir installer notre projet par la suite qui va être accessible dans cet élément-là. Lorsqu'on va lorsqu'on va ajouter toutes nos dépendances dont on a besoin, là par exemple, on a des exemples comme curl, git, nginx, etc. Là, vous pouvez voir qu'il y a énormément de runs. Le problème, c'est que chaque run va nous faire un cache, va faire vraiment une commande, et ça va ajouter. Le petit exemple qu'on a, c'est que, par exemple, vous pouvez voir la taille de l'image finale est à 119 mégas pour l'instant. Donc, déjà, ça a donné cet élément-là sans vidage de cache. Si on fait un vidage de cache, donc c'est assez négligeable pour le coup, c'est un exemple assez simple, mais en regroupant déjà, on gagne 1 méga. Donc, c'est quelque chose qui... Déjà, on voit que ça a permis de retirer quand même une petite partie de poids sur votre image. Mais imaginez qu'on a beaucoup plus de dépendances à installer, beaucoup plus de librairies ou autres dans notre élément. On risque d'avoir quand même des gros volumes d'images et c'est pas forcément ce qu'on souhaite avoir au lancement de conteneurs. C'est vraiment des images assez légères qu'on souhaite créer. Donc vraiment un exemple pour pouvoir avoir quelque chose de plus propre déjà et de plus optimisé.
Un autre point à aborder qui est assez important, c'est vraiment de créer un utilisateur par défaut. On a souvent tendance à utiliser le root pour beaucoup de commandes, et c'est pas forcément le plus comment dire, le plus sécurisant. Donc vraiment s'assurer qu'on ait un utilisateur par défaut et de le changer dès que possible. Dès qu'on a une commande à faire, on s'assure que ce soit bien cet élément-là. Le root ne sera utilisé seulement en cas de problème. Voilà, donc voilà pour les utilisateurs. Pour d'autres bonnes pratiques en termes au niveau des commandes qu'on peut avoir, c'est la différence entre copy et le add. Alors, privilégiez plutôt le copy. Le copy, ça permet vraiment de pouvoir récupérer un fichier, un dossier sur une source locale et de l'ajouter dans notre image. Donc, comment dire, ça permet d'avoir un contrôle sur ce que nous on va ajouter à notre image de base par la suite. Par la suite. Qu'est-ce que je veux dire ? J'arrive tout de suite, excusez-moi. Localisation. Aux différences avec le add, c'est que ça va être la même finalité qu'un copy, mais par contre, risque de sécurité parce que la source n'est pas forcément locale, elle peut être aussi une URL, un dossier qui va être compressé et qui va qui va tout de suite le décompresser dans votre image. S'il y a un risque de vulnérabilité dans ces éléments qu'on récupère, ça peut être un risque. Après, c'est un risque assez amoindri parce que on sait ce qu'on fait en général, donc il n'y a pas trop de risque. Mais privilégiez quand même le copy plutôt que le add dans ces cas-là si vous voulez rajouter des choses dans votre image. Un autre point intéressant, donc supprimer les paquets ou tools inutiles. Si, comme je disais là, par rapport à la question juste avant, s'il y a des délais résistants, c'est compliqué de faire le tri. Donc vraiment s'assurer que nous-mêmes, on n'incorpore pas des éléments qu'on ne va pas utiliser par la suite. Donc ça réduit la complexité de l'image, ça réduit le nombre des dépendances et ça réduit évidemment le poids de l'image. Un élément qui est parfois négligé, même souvent négligé, c'est le Docker Ignore. Ça nous permet vraiment de faire le tri sur ce qu'on veut embarquer dans notre image également. Dans un dossier, par exemple, dans un projet PHP, on peut avoir là l'exemple comme le vendor, les dossiers tests, etc., qui ne sont pas forcément utiles lorsqu'on va envoyer cette image-là en production. Donc, autant ne pas les inclure au moment du build de l'image. Si on a un Docker Ignore, là, on pourra utiliser directement le copy ... Ça nous permet vraiment d'embarquer tout le reste du projet dans l'image. Donc là, si au moins il est bien déclaré, on peut l'utiliser. Ça, c'est un petit détail. Là, on va passer au niveau de la CI/CD. Donc là, c'est quelques bonnes pratiques sur le Dockerfile juste avant. Au niveau de la CI/CD, excusez-moi. Un point important, c'est de versionner les éléments qu'on installe avec apt, pipe, curl, etc. Avoir vraiment un instant T les versions qu'on a installées vraiment définies. On est sûr à 100% qu'on a ce contrôle-là à ce sujet. Et évidemment, s'assurer de la mise à jour des éléments. Vérifier aussi le registry. Le registry, c'est là où on va retrouver les images qu'on va pouvoir récupérer sur notre environnement. S'assurer qu'on est sur... s'assurer si c'est un registre open source, si c'est privé, si ça appartient à une entreprise tiers, etc. Vérifier évidemment tout ce qui est constitution des layers, donc les packages qui vont être ajoutés dans l'image. Et si on push une image, on s'assure qu'on n'a pas de secret visible au build ou au runtime. Donc, quand nous, on va pouvoir envoyer nos propres images sur un registre distant. Évidemment, un point intéressant, c'est le scan de vulnérabilité. Donc, sur une image de base, c'est attention à ne pas embarquer trop de vulnérabilité. Hein, il y en a, mais il faut éviter d'en avoir trop, évidemment. Pour ce faire, on va pouvoir avoir différents outils, qui vont être par exemple Docker Scout, Clair ou encore Falco. C'est très intéressant à utiliser. Docker Scout, vous avez un exemple ici de vulnérabilité où là, j'ai juste fait un test sur l'image PHP 8.3. Là, on peut voir qu'il y a zéro critique, enfin zéro erreur potentielle, mais c'est une sortie de scan qu'on peut avoir sur nos images. Donc, c'est très intéressant à faire et on peut très bien utiliser cette commande lors de pipeline ou indiquer ça dans notre CI. Les autres points, un autre point intéressant,
Comme vous pouvez le voir, je parlais de s'assurer des vulnérabilités qu'on peut avoir sur une image. Là, vous avez un exemple des packages qui sont présents dans l'image de PHP. On peut avoir différents éléments comme la version de l'image, le nombre de layers, le poids de l'image de base, etc., etc. Donc ça, c'est très important à vérifier sur l'instant. On parlait justement de Claire. Claire, c'est un outil qui va permettre de scanner nos images. C'est un outil open source qui nous permet de surveiller la sécurité des conteneurs. Donc, il va vraiment inspecter chaque couche du conteneur et rechercher les failles de sécurité connues. Donc, ça, c'est très intéressant à utiliser pour lors de livraison et lors de scan de vulnérabilité lors de livraison. Via l'API, on va pouvoir créer des services assurant vraiment la surveillance et vulnérabilité des conteneurs. Donc, c'est vraiment très intéressant à utiliser comme outil. Alors, j'ai pas d'exemple précis, mais vous pouvez avoir un exemple de source sur le sujet pour le mettre en place. Et encore une fois, un dernier outil qui va être Falco, qui lui par contre va être qui va pas être forcément dans l'image en lui-même, il va plus s'assurer des comportements au runtime. Donc lui, il va vraiment voir ce qui se passe dans l'environnement, tout ce qui est appel système ou autres qui vont se faire. Et il va checker toutes les règles de sécurité qu'il connaît, qu'on va pouvoir définir aussi. S'il détecte un événement anormal, il nous envoie directement une erreur et là, on va pouvoir interagir pour gérer ces éléments. Donc, très intéressant aussi à pouvoir mettre en place dans les projets et scan de vulnérabilité. Quelques sources, évidemment, pour le mettre en place. Voilà. Les sources que j'ai pu utiliser qui sont disponibles, hein, c'est pour avoir plus de détails et pouvoir compléter aussi ces éléments. Pour commencer, pour poser le contexte, c'est avec qui j'ai travaillé. Donc moi, sur cette mission-là qu'on m'a proposée, globalement, je suis le seul DevOps de l'équipe. Il y a une personne qui est côté un peu plus archi, qui a quelques notions, mais elle n'est pas là pour porter les sujets DevOps et ça va être mon rôle dans l'équipe. Et je vais interagir un petit peu dans cette entreprise avec des équipes transverses qui nous fournissent les outils et qui s'occupent de l'administration des outils. Quand on m'a présenté le projet, globalement, le client m'a dit, lui, ses attentes, c'est on veut moderniser les CI, enfin on veut moderniser notre CI qui existe sur Jenkins, qui était une CI qui avait été fournie par la fameuse équipe transverse, qui était un petit peu vieillissant, sur laquelle on n'avait pas forcément la main et on pouvait pas forcément faire de la customisation et de la personnalisation. Donc, on voulait en profiter du passage vers GitLab CI pour s'occuper de tout ça. Les responsables d'équipe, donc la personne plutôt côté archi ou même le chef d'équipe, globalement, il m'a dit, c'est toi le sachant, c'est toi le DevOps, débrouille-toi. Tiens-nous au courant de ce que tu fais, mais débrouille-toi, il n'y a pas de souci. Et mes développeurs ils m'ont dit, nous, la CI, t'es bien gentil, mais ça nous botte pas plus que ça. Ça nous va très bien quand elle marche, mais on veut pas non plus s'en inquiéter plus que ça. C'est un modèle comme les autres. On a des modèles où on a des équipes qui veulent avoir énormément de gens, enfin qui veulent que les développeurs s'intéressent à ce qui se passe côté CI. Il y a des équipes où au contraire on accepte de leur épargner cette partie-là, on va dire. Donc l'écosystème dans lequel j'ai évolué dans cette équipe, c'est pas mal de projets type Java, donc du Maven, du Gradle, un peu de Groovy avec du Graze et un petit peu de JavaScript avec du Node.js. Un des avantages, c'est qu'on a beaucoup d'applications, mais très peu de techno finalement. On a un petit package, mais pas énormément de choses. Quant aux typologies des environnements sur lesquels on déploie, on a des serveurs classiques, donc des serveurs ou de la VM, et on a des serveurs, et on a du Kubernetes sur AWS avec le fameux KS. Donc, c'est quoi le plan ? On va refaire toute la CI et les processus de déploiement sur GitLab, mais on va s'arranger pour pas perdre de fonctionnalité par rapport à ce qu'offrait Jenkins, et en tout cas à l'échelle d'un projet. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il va manquer quelques trucs quand on aura terminé les travaux initiaux sur GitLab, mais à l'échelle d'un projet, on sera capable de faire la release, le déploiement, etc. sur GitLab CI sans aucun souci. Et donc c'est ce qu'on dit. Deuxième étape, on va se retourner, on va regarder un petit peu ce qui est fait et on va voir ce qu'on peut rajouter par la suite.
Donc, première étape, c'est on va passer tous les projets sous GitLab. Donc, on a une jolie arborescence à droite qui est l'arborescence de mes templates GitLab CI. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette notion de template, mais l'idée, c'est qu'on a des moules qui sont fournis aux développeurs pour fonctionner dans les use cases qu'on a été prédéfinis. La première grosse partie qui est intéressante, c'est le common, toute cette partie-là. On va faire de la simplification en s'intéressant uniquement à Common Integration et Common Deployment. Donc le common, c'est quoi? En fait, c'est un ensemble de ressources qui vont être utilisées un peu partout. Donc on va retrouver la logique, les actions qui sont systématiques. Donc là, par exemple, j'ai un exemple de logique, c'est à quel moment mes pipelines vont venir se déclencher, ou du systématique, on utilise le code quality de GitLab pour valider nos merge requests. Donc il est directement, comme c'est agnostique de toute technologie, enfin en tout cas de toute technologie de développement, on va l'intégrer directement dans la partie common. Et on va commencer à préconfigurer quelques actions clés. On sait par exemple que tous nos projets vont nécessiter de la compilation. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà en amont, avant même de commencer à s'intéresser à quelle est la techno qui se cache derrière le projet? C'est de dire que notre compilation va seulement s'effectuer dans certains cas précis. Donc on retrouve mes jobs Jenkins, mes jobs GitLab qui sont hidden avec le point. Donc un point en préfixe d'un job, ça veut dire que celui-ci ne sera pas exécuté. Donc on peut l'utiliser pour réimporter sa configuration par exemple, mais il ne sera pas exécuté au lancement de GitLab CI. Donc là, quand je prépare ma compilation en lui disant c'est quoi tes règles de logique et c'est quoi, par exemple, est-ce que tu as des dépendances? Est-ce que tu as besoin que d'autres jobs s'effectuent avant, ce genre de choses? Et grâce à ce petit squelette que je forme avec toute ma logique et mes actions clés, en fait, mes développeurs vont se retrouver dans un use case où toute leur pipeline sur GitLab CI, donc ça c'est la vue de pipeline de GitLab CI, en fait, ils vont avoir la même tête. On va toujours retrouver les mêmes tâches qui porteront le même nom. On a de la compilation, on a du test, on a de la release. Et derrière, ce qui se passe derrière, la magie derrière des appels Maven ou des appels Gradle, entre guillemets, eux, ils m'ont bien dit qu'ils s'en fichaient un petit peu. Mais comme ça, au moins, ça a partout la même tête. Cependant, c'est bien gentil d'avoir une partie common qui préconfigure tout, ça marche pas tout seul. Ça marche pas tout seul, on a besoin de définir des actions, à un moment donné, faut qu'on rentre dans le technique. Donc c'est pour ça qu'on retrouve à côté du common tout un tas de librairies, enfin de dossiers, comme le Maven W, donc c'est Maven. Maven W, c'est un wrapper, c'est une manière d'en faire en local, on va dire, sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit. Donc on a un Maven W et on a tous les différents use cases qu'on a en fait. On a des projets qui sont un peu type librairie, donc ça veut dire qu'on va juste produire un jar. Il n'y aura pas de déploiement. On a des projets qui sont PASS V3 ou POP. Alors c'est des gros mots chez nous pour dire du legacy ou PASS V3, c'est de l'AWS. Et on va retrouver la même logique que dans le common, c'est que pour mes différents use cases, en fait, je vais avoir une partie intégration, une partie déploiement. Et plus je vais me rapprocher, on va dire plus je vais m'enfoncer dans cette arborescence, plus j'aurai des actions qui sont très pointues, très précises. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Par exemple, on va retrouver des configurations comme quelle est l'image qu'on va utiliser par défaut. Donc là, on est sur le Maven intégration. Je n'ai pas montré, mais en gros, on a besoin d'une image qui fait tourner du Java pour faire tourner du Maven. Ça paraît assez logique. On va cacher des choses, on va mettre en cache des choses pour accélérer nos différents builds. On va retrouver la configuration du cache directement dans la partie Maven. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux squelette avec notamment ces hidden jobs, donc les jobs préfixés par un point. On va les étendre. On va repartir de ces points. On va peut-être y rajouter une surcouche maison nécessaire. Donc là, par exemple, le need maven env, pour vous donner un ordre d'idée, c'est des choses qui va configurer des variables dans l'environnement pour faire fonctionner Maven avec les repos distants. Donc on va retrouver le point compile, et là ce coup-ci on va pas le faire en hidden, on va le faire en brut. Et pourquoi on peut le faire en brut? Parce qu'on sait l'action qui va se cacher derrière technique, donc il va être le fait de faire un Maven package. Voilà, pareil pour les tests. Et en fait cette idée-là, vous avez un Maven W intégration, vous avez un Gradle W intégration, vous avez du Node intégration, vous avez tous ces trucs-là.
Pareil, sur le déploiement, je me suis pas forcément arrêté dessus lors de la présentation du squelette, mais on retrouve le même principe. C'est sur le déploiement, bah là, donc on a le fichier qui est pour faire du pass V3, déploiement du côté de Maven. C'est pas précisé, mais du coup, bah, il va chercher des infos dans Maven déploiement, parce que j'ai besoin de refaire du packaging à ce moment-là, et il va chercher des infos qui fait partie du command dans le déploiement pass V3. Parce que bah, une fois que, en gros, comme c'est de la WS, on a des fichiers de config JSON, et en gros, il va aller chercher ces trucs-là. Toute la logique d'aller chercher ces fichiers-là, c'est fait dans la partie common déploiement pass V3. Parce que derrière, ces JSON-là, ils sont agnostiques de notre techno. Que ce soit une appli Gradle ou une appli Maven, on va aller chercher le même fichier. Et pareil, des certaines actions qui vont, elles, être étendues pour répondre à notre use case spécifique. Du coup, du point de vue de notre développeur, si lui, il veut créer un nouveau projet et qu'il veut intégrer une super CI dans son projet qui fait tous les tests, etc., et ben en fait, ça fait littéralement 3 lignes. Il fait une include, il nous dit, bah, je veux aller sur mon super projet de template qui s'appelle Adhesion CI et bah, je veux récupérer le template Gradle ou je veux récupérer le template Maven pour les librairies. Et une fois qu'il a fait ça, bah, on a la pipeline en bas, la fameuse pipeline qui apparaît et qui a exactement la même tête pour les deux typologies de techno. Résultat de tout ça, bah, première chose, c'est que, comme je dis, ça ressemble beaucoup. D'une pipeline à l'autre, ça ressemble beaucoup. Et j'ai pas de développeurs qui viennent me voir pour me dire bah, comment ça marche, je comprends pas ta pipeline, quelles sont les actions, etc. Ils ont toujours la même chose sous les yeux, donc ils ont pris l'habitude, ils sont devenus efficaces avec. On a aussi gagné du temps. Là, c'est plus des questions de performance des différentes infras. On est arrivé sur GitLab qui gère un peu mieux la gestion de charge que le Jenkins, donc on a gagné du temps. Mais on a aussi gagné du temps parce que j'ai profité de ce passage-là pour refaire les process et les adapter aux attentes de mes développeurs. J'ai des développeurs qui voulaient être capables de faire une release sans attendre les tests parce que les tests sont exécutés en permanence et des moments on est dans l'urgence et on sait que les tests ils vont passer parce qu'ils sont déjà passés dans la merge request, mais on est obligé d'attendre sur Jenkins que les tests repassent. Bah là, ce use case n'existe plus. On peut les skip si on veut. On a gagné énormément en modularité. Aujourd'hui, je suis capable d'intervenir sur des bouts de pipeline. Donc, je suis capable de livrer une mise à jour de la pipeline pour, par exemple, du Maven. Pour les Maven librairies, je peux leur faire une mini mise à jour sans impacter toutes les autres pipelines. Ce qui n'était pas forcément le cas côté Jenkins. Et on n'avait pas forcément la main sur tout. Puis, bah, bien évidemment, en tant que bon DevOps, knowledge is power, j'ai fait une documentation béton, documentation qui se base sur des use cases, d'exemples. En gros, un quick guide, comment je fais un quick start d'un projet. Donc, où je leur explique juste, vous faites les imports des 3 lignes. Et ensuite, il y a une documentation un peu plus technique de, si vous avez des petites spécificités, il existe des variables qui se promènent à droite à gauche, vous pouvez personnaliser un petit peu. Et il y a une documentation qui est vouée à un futur DevOps qui lui explique de A à Z, c'est quoi toute la logique de ce truc-là. C'est pas fini. C'est pas fini. Aujourd'hui, il y a du dessert parce que on a dit que c'était bien gentil. On a toutes nos applis qui sont capables de release et de déployer sur GitLab, mais on s'est retrouvé avec quelques use cases qui n'étaient pas couverts par GitLab. Typiquement, en tout cas pas facilement. Typiquement, on avait une super pipeline qui allait exécuter des jobs Jenkins dans tous les sens et qui allait faire les releases de plusieurs applications d'un coup à partir d'un petit menu où on coche des cases. Donc on a un petit menu, on dit je veux déployer l'application ABC, valider, et Jenkins s'occupait de faire cette magie-là. Pas forcément très bien, mais ils s'en occupaient. Donc on s'est dit, il va falloir des pipelines un petit peu plus orientés outillage, qui ne sont pas directement liés à la CI. C'est pas réellement des pipelines d'intégration continue dans ce genre de cas. On a aussi d'autres exemples où on va faire tourner des analyses de dépendance. Quelles dépendances ont des mises à jour disponibles avec des outils comme Dependabot. Ça fait pas partie de la CI, ou en tout cas, si tu le tournes à chaque fois que tu fais ta CI, c'est beaucoup de ressources consommées, c'est pas forcément pertinent. Donc nous, on a dit, enfin moi en tout cas, une chose sur laquelle je suis arrivé, c'est que je me suis dit, bah je vais faire des espèces de pipeline outils avec une variable qui me sert de switch pour arriver dans les différents use cases. La question, c'est comment l'intégrer auprès des développeurs pour qu'ils l'utilisent facilement, parce que eux, c'est hors de question qu'ils apprennent le nom par cœur, le nom des variables pour réussir à faire fonctionner ce qu'ils ont envie. Donc, on s'est dit, bah, il y a un truc qui s'appelle les pipeline schedule, qui permet de lancer régulièrement des pipelines et de pré-remplir certaines variables avec certaines valeurs. Donc, en fait, j'aurais fait des pipeline schedule qui permettaient de lancer la pipeline avec la bonne valeur. Ça marche. C'est pas ouf.
ça marche. C'est pas beau entre guillemets déjà, c'est du détournement d'usage entre guillemets et du coup on crée beaucoup de ressources. Enfin, faut maintenir ses pipelines schedule, etc. C'est pas forcément si vous avez déjà fait joujou avec, déjà il y a les problèmes de propriété. Il y a qu'une seule personne qui peut être propriétaire et éditer les pipelines en même temps. Du coup, faut s'accaparer la propriété. Enfin, c'est pas la solution idéale. Ça fait le palliatif, mais c'est pas idéal. Et du coup, on s'est dit, en fait, pourquoi Jenkins, il arrive à faire ces use cases-là, c'est parce que c'est un joli clicodrome avec plein de boutons, on peut cocher des cases, on peut renseigner des valeurs, etc. En fait, c'est un formulaire, comme il en existe des millions sur Internet. Et il s'avère que GitLab, il a une partie qui s'appelle GitLab Pages, qui peut héberger des sites web statiques ou non, des sites web simplifiés. Donc moi je me suis dit ce use case en fait d'aller faire des actions un peu partout transverses, je vais faire une jolie page qui va dire à mon développeur donne-moi toutes les infos. Est-ce que tu veux envoyer une nouvelle branche de type version? C'est quoi la nouvelle version que tu veux initialiser? Est-ce que tu veux que ce soit la nouvelle branche par défaut? Est-ce que tu veux upload comment dire? Je vais pas rentrer sur celui-là, il est un peu compliqué à expliquer. Mais est-ce que tu veux upload les snapshots une fois qu'on a créé la nouvelle version pour qu'elle soit déjà prête à être utilisée? Et derrière, sur quel projet tu veux faire toutes ces actions-là. C'est extrêmement pénible à faire sur GitLab en natif, etc. Enfin, il y avait une première solution à base de variables, mais du coup, on avait des centaines, des trentaines de variables parce qu'il en fallait une par application, etc. C'était pas ouf. Du coup, on s'est dit, on va faire une page, on va utiliser un petit peu l'API de GitLab qui se cache derrière. On va utiliser l'API de GitLab qui se cache derrière. Et du coup, ma pipeline super complexe, qui est là par contre est quelque chose que je peux pas réellement simplifier, mais qui n'est pas adressé directement au développeur, puisque le développeur lui va remplir sa petite fiche sur le GitLab page, il va plus qu'à cliquer sur OK, je vais avoir cette pipeline un peu monstrueuse qui va se lancer et qui va aller faire des releases et qui va s'appuyer sur les pipelines existantes pour chacun des projets. Et à la fin, on va aller voir le développeur en lui disant tiens, tu m'as demandé de release 6-7 applications. Voici la liste des applications que j'ai release. Voici leur nouvelle version. Est-ce que ça a marché ou pas? Ils ont tout qui est centralisé au même endroit. Voilà. Donc nous, on a du côté de notre équipe, on a remis la main sur la CI. Maintenant, on contrôle tout. On a tout un monde de possibilités. Donc ces possibilités, ça se passe sur le déroulement de la CI avec la simplification des workflows dans certains use cases. Par exemple, j'ai intégré des variables qui permettent d'automatiser ou pas certaines tâches. Certaines tâches, comme faire une release, est censée être manuelle. On veut une validation manuelle, mais j'ai offert la possibilité de positionner des variables pour les faire en automatique quand on sait ce qu'on fait. Je travaille beaucoup sur la mise en valeur d'informations importantes à l'équipe. C'est du quick win. Enfin, souvent c'est pas extrêmement compliqué à mettre en place et c'est quelque chose qui est un irritant pour les développeurs. Mais là, comme on a la main, on peut rajouter des trucs assez facilement. Et je travaille sur le rajout d'outils. Donc, comme on a dit un peu plus tôt, il y avait Dependabot pour faire de l'analyse des dépendances. Tout ce qui est Sonar, j'ai tout remis d'aplomb sur Sonar pour tout centraliser au même endroit et pas avoir trop de problèmes. Et on continue à travailler sur qu'est-ce qu'on a besoin, quelles sont les infos qui nous manquent. Par exemple, on a intégré les environnements, donc chose qu'on n'avait pas sur Jenkins. Là, on a une page sur GitLab avec les environnements, donc on peut savoir quelles ont été les versions qui ont été déployées, sur quels environnements, c'est lequel aujourd'hui, ça fait combien de jours qu'elle est déployée, combien de semaines, combien de mois. Toutes ces informations-là, on les a en plus. Donc concrètement, comment je veux aborder le sujet rapidement? On va rester sur la surface de l'outil et le concept de à quoi ça sert et comment on s'en sert. Donc je vais vous présenter déjà la méthode sous-jacente qui est le GitOps. Je vais vous présenter l'outil rapidement pour faire un petit résumé petite approche de qu'est-ce que c'est, à quoi c'est, de qu'est-ce que c'est. Puis ensuite, je vais vous montrer à quoi ça peut servir, dans quel contexte un exemple de contexte dans lequel on peut l'utiliser, et puis un peu de à quoi ça ressemble aussi l'outil, parce que c'est un bel outil avec une belle interface graphique dont il serait bête de se priver, et qui permet de voir un peu plus clair sur ce qu'on fait. Alors, premièrement, je vais vous parler du GitOps, qui est donc la méthode, comme je disais, sous-jacente, qui est un peu la référence à utiliser avec Argo. Qu'est-ce que c'est le GitOps? C'est une approche ou une méthodologie, ou mettez le synonyme que vous voulez derrière ces deux mots,
mais qui est basé sur Git et qui consiste à fonctionner selon une méthodologie d'intégration, enfin, avec une méthodologie d'intégration continue, et qui va vous permettre de, si vous le souhaitez, déployer en continu vos applications basées sur l'historique de votre guide. Donc en fait, vous allez avoir votre guide qui va être votre source de vérité, toute l'architecture, que ce soit de l'infra as code, du code applicatif ou même des configurations, vont être versionnées et mises sous format as code dans votre guide. Et vous allez ainsi facilement pouvoir avoir à un instant T l'état de comment est votre infrastructure, puisque ce que vous avez dans Git, c'est ce qui est déployé à ce moment-là. Voilà le concept. Donc, vous avez des outils qui déploient ce qu'il y a dans votre Git, les configs qui sont dans votre Git et qui sur vos environnements de production, de test ou de dev ou autres. Voilà, l'avantage, c'est que ça vous permet à n'importe quel moment de savoir comment est votre infra, comment est votre code, comment est votre app, comment est déployé votre app, de savoir comment ça l'a été dans le passé et de pouvoir éventuellement revenir en arrière assez rapidement, selon comment c'est fait, bien sûr, comment c'est appliqué, mais de revenir assez rapidement et assez facilement en arrière. Donc maintenant, je vais vous parler d'Argo, parce que en quoi ça a un lien avec ce que je viens de vous raconter. Déjà, quelques petits points clés. Argo CD, c'est un projet qui est supporté par la Cloud Native and Computing Foundation, donc organisme de référence quand même dans le milieu, dans notre milieu. C'est un projet qui est au niveau graduated de la fondation. Donc en gros, ça veut dire qu'il est suffisamment mature pour être utilisé comme un outil de production. Donc on peut y aller, c'est stable, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet de faire du déploiement continu. Alors, vous pouvez le faire soit quand même avec de la validation manuelle, mais vous pouvez aussi atteindre ce qu'on un peu le saint graal de toute la chaîne DevOps, c'est-à-dire avoir vos développeurs qui déploient qui taguent une version, et puis par exemple, vous allez avoir votre CI qui va tourner, qui va run tous les tests, qui va build le package, qui va faire des scans de sécurité, construire votre image, et puis la pousser sur qui va la mettre à disposition, et elle va être automatiquement déployée à chaque fois qu'une nouvelle version est disponible. Ça fonctionne exclusivement avec Kubernetes, donc voilà, c'est pas d'autre environnement possible. Donc on est au-delà du conteneur, on est sur du pod, même à un niveau logique un peu au-dessus. L'avantage, c'est que ça peut être déployé sur plusieurs environnements différents à la fois, et même surtout plusieurs clusters. Donc, vous pouvez avoir plusieurs clusters, par exemple, par client, par appli, par service. Ça dépend de comment est structuré votre SI et comment sont structurés vos projets en termes d'infrastructure. Mais il peut gérer, avec un seul Argo, vous pouvez gérer plusieurs clusters Kubernetes et déployer sur plusieurs clusters. Comment est-ce qu'on lui dit quoi déployer? On utilise des configurations qui vont être rédigées, compatibles avec les plus grands standards, on va dire, dans le monde de Kubernetes. Donc, Helm, YAML et Customize. On peut déployer ces trois types de définitions. Et donc, ça suit le pattern, c'est conçu en tout cas pour fonctionner selon le pattern GitOps que je vous disais, donc de toujours déployer ce qui est versionné dans Git. Maintenant, je vais vous parler de dans quel contexte un peu ça se place, parce que souvent on a on parle de CI/CD, mais en fait on a un peu de mal à décorréler les deux, l'un et l'autre. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vu souvent, c'est ce que j'ai pu constater moi dans mes expériences professionnelles. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent dans les faits? Ça peut être comme ça ou d'une autre manière, mais globalement, on retrouve ce pattern assez régulièrement. C'est que vous allez avoir un outil de CI, là par exemple Jenkins, qui va, une fois qu'un trigger est déclenché, sur une pipeline basique, déclencher vos tests, déclencher le build de l'image si c'est validé, pousser l'image sur la registry, et qui va aussi intégrer les parties de déploiement, donc souvent qui va modifier le manifeste de déploiement, donc qui va définir comment est-ce que votre appli elle se déploie, elle s'installe, elle se met dans votre Kubernetes, et c'est votre Jenkins qui va lancer un kubectl apply pour déployer votre conteneur dans un pod sur Kubernetes. Ça a quelques inconvénients, qui est que ça fait des CI qui peuvent être un peu lourdes, ou en tout cas avec beaucoup d'éléments. Ça nécessite d'ajouter des outils dans la CI, donc par exemple là, un kubectl, de l'édition de fichiers ou autres. Donc ça peut rendre les pipelines plus complexes. Et puis ça demande surtout un accès externe ça demande à accéder de façon externe à votre cluster
à votre cluster cube, pardon. Et donc, ça nécessite de gérer des credentials, des rôles, plein de choses qui peuvent être potentiellement augmenter la surface d'attaque de votre infrastructure. Si on intègre Argo dans ce process, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va avoir une majeure partie qui va rester identique. On va toujours pouvoir faire ce qu'on veut avec notre Jenkins dans nos étapes d'intégration, donc faire nos tests, nos builds, update nos versions, que ce soit dans un registry, que ce soit dans un registry Docker ou une registry de code ou peu importe. On va toujours, soit à la main, soit via un opérateur, soit via une automatisation quelconque, mettre à jour nos manifestes de déploiement. Mais ce coup-ci, c'est plus notre CI qui va pousser nos applications sur notre cluster, c'est le cluster qui va les se mettre à jour, ou plus précisément Argo, qui va monitorer le repository sur lequel vous avez vos configurations de déploiement. Donc ça inclut que il y a deux philosophies. Soit on laisse les configurations de déploiement dans la code applicatif pour avoir un monorepo, c'est faisable. C'est pas forcément ce qui est le plus recommandé parce que ça ajoute de la complexité à votre repo et ça l'alourdit. Et ça veut dire que quand vous livrez une version de code quand vous voulez livrer une version de votre modifier, mais livrer une version de votre config de déploiement, ça veut dire que vous livrez aussi plus ou moins une version de votre application. Ça devient un peu dur de décorréler le déploiement, la config de déploiement et l'application. Ou alors vous pouvez faire ce qui se fait le plus, c'est-à-dire deux repos, un pour l'application et un pour la config de déploiement. Et donc quand vous allez modifier cette config de déploiement, c'est Argo qui va voir que ça a changé, qui va vous proposer, ou selon comment vous l'avez configuré, qui va déployer lui-même sur le cluster en mode pull. Donc c'est le cluster qui vient chercher les nouvelles, mettre à jour les configs pour un déploiement automatique. Comment Argo il fait ça? Argo il fait ça parce que quand vous le branchez sur votre cluster, il va déployer des ressources, des custom ressources définition, donc des ressources en plus cube. L'idée n'est pas de s'attarder sur la technique là, c'est juste de vous expliquer que en fait avec ces différentes ressources que sont les projets, les repositories, les applications et les clusters, vous allez pouvoir définir des règles sur comment est-ce que vous voulez que vos applications soient déployées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir, par exemple, avec un projet, quels sont les acteurs qui peuvent déployer ce qu'il y a dans le projet, qu'est-ce qu'ils peuvent déployer, sur quel cluster ils ont le droit, depuis quelle source, et après avec les autres sources, donc c'est la ressource qui fait un peu le lien entre tout, et après avec les trois autres, vous allez pouvoir définir où sont les repositories qui contiennent mes configs de déploiement qui pointent vers les applications à déployer. Vous allez pouvoir définir lesquels je veux déployer et vous allez pouvoir définir les clusters sur lesquels vous allez vouloir déployer. Tout ça en mettant des règles pour que est-ce que j'ai le droit de déployer tel utilisateur, a le droit de déployer telle application sur tel cluster. Vous allez pouvoir faire de la gestion un peu fine comme ça en mode role-based access. Et donc ça vous permet d'avoir une connaissance un peu plus fine de comment c'est déployé. Sachant que Argo est complètement configurable as code aussi, donc toutes ces ressources, vous pouvez les versionner dans Git et dire à Argo, voilà, ta config elle est là, et si votre cluster demain il tombe et que la machine est cassée, tant que vous avez vos données de vos applications, vous pouvez remonter un Argo et lui dire ta config elle est là, et pouf, il va tout redéployer comme c'était avant. Ça c'est le grand intérêt. Maintenant, je vais vous montrer un peu quoi ça ressemble. On va pas quitter un peu le côté très sous le capot et on va regarder en surface comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça nous apporte, parce que Argo il a une très belle interface et comme je disais, c'est bête de s'en priver parce que qu'on soit débutant ou qu'on ait des gros environnements complexes, elle est plutôt bien fichue, elle permet de comprendre un peu ce qu'on a en dessous et ce qu'on fait avec l'application, donc ça la rend plus facile à prendre en main et ça rend aussi facile un peu l'observabilité de nos déploiements. C'est pas une techno d'observabilité, mais elle permet quand même d'avoir une visu assez sympa. Donc là, par exemple, vous avez la page d'accueil une fois que vous êtes connecté, où on a deux applications. Alors, c'est un peu soft parce que j'avais pas la possibilité de vous montrer ce que j'avais déjà sur les clusters que je peux utiliser. Mais voilà un exemple, vous avez deux applications, donc vous allez retrouver toute une partie qui va vous permettre de filtrer vos applications. Là, il y en a que deux, donc on s'en fiche un peu de filtrer, mais mettons, vous avez 50 applications déployées. Vous allez peut-être avoir envie de savoir lesquelles sont à jour, lesquelles sont pas à jour par rapport à leur dernière version, lesquelles sont en cours de traitement, lesquelles sont en mauvais état au niveau
au niveau lesquels ont un déploiement qui se passe mal, lesquels ont des ressources qui sont pas, qui devraient être là mais qui sont pas là. Voilà, par exemple, vous pouvez déployer une nouvelle application ou alors au contraire lancer des synchros depuis cette page. Elle vous met aussi, là, vous avez des petites différentes visualisations. Je les ai pas détaillées jusque-là, mais vous pouvez voir, vous avez plusieurs écrans qui permettent de voir sous différentes formes l'état de vos applications à un instant T. Si on clique sur une application, on va rentrer dans le menu de cette application. Donc, faites pas attention au titre, il y a une petite coquille mea culpa là-dessus. Vous allez pouvoir voir, donc là, votre application, c'est une application test, par exemple, qui consiste en une web application. Donc voilà, une appli web avec un petit Nginx qui fait bonjour tout le monde. Avec les ressources, donc là, vous voyez, vous avez un joli graphe de toutes les ressources de base qui composent cette application au niveau Kubernetes. Donc, on a le déploiement qui va permettre de déployer le réplica set et qui va gérer, contrôler le nombre de pods qu'on veut pour l'application. L'ingress qui va nous permettre d'atteindre l'application en HTTP. Et le service qui va permettre d'exposer sur notre cluster notre super application. Donc toutes ces ressources, vous les voyez là sous un format ressources cube assez simple et assez éclaté. Donc ça vous permet, quand vous avez beaucoup de ressources, des grosses applis avec beaucoup de ressources, de voir très concrètement comment elles sont composées. Et c'est plutôt pas mal parce que se taper des manifestes YAML en CLI sur Cube, c'est pas forcément facile soit quand on arrive sur une infra qu'on connaît pas, soit quand on arrive qu'on a beaucoup d'applis et qu'on switch de l'une à l'autre et que il faut se farcir les manifestes pour voir comment c'est fichu. Vous avez aussi également l'état donc de votre synchro. Donc là, c'est comment est-ce que Argo CD est synchronisé par rapport à Git. Donc normalement, ça, vous pouvez le laisser si vous le configurez en auto. Ça veut dire qu'il va périodiquement se synchroniser avec Git pour regarder s'il y a des nouvelles choses, des modifications dans le déploiement. Et là, ça va vous dire comment vous êtes par rapport à la dernière version connue de votre déploiement. Est-ce que ce qui est déployé est à raccord avec ce que Argo connaît comme config à l'instant T. Et là, si vous avez des problèmes sur vos ressources. Voilà. Donc là, quand tout est bien sévère, quand il y a des petits problèmes de mise à jour, c'est jaune. Et quand vous avez des erreurs de type une application qui ne veut pas se déployer, une ressource qui est en erreur, vous avez un joli truc rouge qui vous dit qu'il va falloir aller débug. Et là, j'ai terminé au niveau de la visualisation par une fonction qui, je trouve, moi, très utile à titre personnel, c'est la visualisation réseau. Donc, en fait, c'est un sous-onglet qui est là. Vous voyez, vous aviez toutes ces petites icônes qui permettent de voir de différentes manières votre application. Et là, celle-là, c'est celle que je trouve la deuxième plus intéressante puisque vous avez toutes les ressources réseau qui permettent de joindre votre application. Et ça peut être vachement sympa pour débugger l'accès à une application qui fonctionne pas. Des fois, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est juste que vous n'avez pas bien lié l'ingress et vous avez fait une erreur de syntaxe dans le nom du service. Donc, l'ingress tape pas sur le bon service. Donc, vous avez les ressources qui sont là, mais qui parlent pas. Et c'est de manière visible, de manière directe et visuelle. Ce qui fait que les petites erreurs un peu pénibles à les gratter en YAML, on les détecte plus facilement. Et ça vous permet aussi de comprendre un peu plus facilement sur une nouvelle, comme encore une fois, sur une nouvelle infra, une nouvelle appli, comment est-ce que elle est déployée, comment est-ce qu'elle les services communiquent entre eux. Parce que là, on n'a qu'une seule application avec trois réplicas de pod, mais mettons, vous avez un front-end, un back-end, une base de données et plein d'autres composants, par exemple des jobs qui tournent en parallèle sur votre cluster cube. Ça peut être utile de voir comment tout ce petit monde communique. Donc voilà pour la partie Argo CD. Donc je voulais terminer cette présentation par remettre un peu les choses à leur place, parce qu'on parle, depuis tout à l'heure, on vous parle de méthodos, on vous parle d'outils, on vous parle de plein de choses. Et moi, je trouve ça important de rappeler aussi régulièrement que on est avant tout là pour servir un projet, en fait, que ce soit une application, que ce soit une infrastructure, qu'importe ce qu'on manage, mais on doit avoir, je pense qu'on se doit de garder à l'esprit qu'on doit avoir une vision d'abord orientée sur le projet, ses besoins, avant de choisir les méthodologies. Donc, par exemple, Scrum est une méthodologie de gestion de projet, de travail en équipe. GitOps, c'est une méthodologie qui vous permet de savoir comment est-ce qu'on déploie, comment est-ce qu'on gère les configs, mais tout ça, ça reste des méthodes. Et derrière, vous avez des outils. Et en fait, on choisit pas un outil, on choisit pas un
un outil parce qu'on a envie de l'utiliser ou une méthode parce qu'elle est sympa et que tout le monde l'a fait. Et derrière, on va tordre le projet et le besoin dans tous les sens pour que ça colle. Parce que malheureusement, ce qu'on peut assez souvent voir, là, vous avez Docker, Argo, Jenkins qui sont des outils et qui sont à choisir en raccord avec la façon dont vous travaillez. Et cette façon dont vous travaillez, elle est à choisir en raccord avec votre projet, comment il fonctionne, quelles sont ses parties prenantes, etc., etc. Voilà, on arrive à la fin. Je voulais juste terminer en petite ouverture. Je vous l'idée pas de vous présenter des nouvelles technos là, mais si vous êtes curieux, Argo, il n'y a pas que du déploiement continu. Vous pouvez le complémenter en fait avec d'autres ressources cubes qui sont ajoutables, qui ajoutent des interfaces, qui vous ajoutent des possibilités. Donc vous avez par exemple Workflows qui vous permet de gérer votre intégration continue, votre CI du coup dans votre cluster cube avec des jobs qui seront lancés dans des conteneurs et pareil en mode GitOps, donc avec de la config versionnée dans votre Git. Rollout qui permet d'ajouter des possibilités de déploiement, donc si vous voulez faire du Canary ou du Blue Green, qui sont des méthodes qu'on n'abordera pas ici, mais pour ceux à qui ça parle, vous pouvez étendre Argo pour qu'il ait cette logique-là en plus et qu'elle puisse être appliquée plus facilement sur vos déploiements. Et vous avez Events qui vous permet, Argo Events qui vous permet qui est une partie un peu plus compliquée, mais qui permet de globalement gérer beaucoup plus de triggers pour le déploiement de vos applications, donc qui vous ajoute des connexions avec AWS, avec plein des webhooks, qui étend l'API, qui vous permet de faire beaucoup plus de choses en fait. Voilà globalement ce qu'Argo fait d'autre.